Hop, bonjour à tous. Donc, on continue. Deuxième capsule sur R. Donc, je vais repartager mon écran puis retourner sur ma session R. Donc, on était resté un petit peu là. Donc, on avait commencé à voir des histoires d'ensemble vide. Et je vais essayer de continuer. Donc, on a vu qu'on avait pas mal de choses qui existaient sous R. Je vais peut-être faire une petite pause. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur quelque chose d'un peu vide. Et je vais revenir un petit peu sur ces histoires de réel, juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Donc, on avait utilisé la commande runif pour générer des choses, mais par exemple, il y a des fonctions qui existent. En particulier, on reviendra un petit peu sur le logarithme et l'exponentiel parce que c'est assez important. Donc, par exemple, je peux dire que x, c'est l'exponentiel de 1. D'accord. Donc, vous l'avez sûrement déjà rencontré, c'est l'exponentiel de 1. Donc, il me crée l'objet. Donc, on voit apparaître en haut à droite dans ma console l'objet x, okay, qui prend cette valeur à 0.718281828. Okay. Donc, on retrouve apparaître l'exponentiel de 1 en haut à droite. Il ne me l'affiche pas, puisque là, je me contente de lui demander de créer l'objet et lui donner cette valeur-là. Okay, alors, je pourrais lui demander de me l'afficher, il suffit de venir là et de taper. Okay, je vais juste revenir sur mon options digit égale, par défaut, j'étais encore une fois avec un affichage à 18 valeurs. Alors, digits, je vais en afficher peut-être 6, ce sera déjà pas mal. Voilà. Donc, j'affiche un petit peu moins de valeur. On voit que la valeur en tant que telle de x n'est pas rabotée. Okay. Donc, je continue à avoir une précision assez grande. Je reviendrai dans 2 secondes sur la précision des nombres sous R. Et voilà, donc il m'affiche ce E. Alors, juste une petite information sur l'affectation de la mémoire, mais encore une fois, pour tous ceux qui ont fait un peu d'informatique, il n'y a rien de révolutionnaire. Je peux créer un objet que je dis comme étant égal à X. Okay. Donc ici, formellement, alors, le point qu'il faut comprendre, c'est que je ne lui dis pas que Y est égal à X, je lui dis que Y prend la valeur que prend l'objet X. Okay. Donc, comme X a la valeur 2.718, Y prendra la valeur 718. Si jamais je change la valeur de X, et je lui dis que cette fois-ci, c'est exponentielle de 2, dans ces cas-là, la valeur de X va changer, mais pas la valeur de Y. Okay. Donc, quand je dis Y égale X, c'est pas formellement, tu gardes en tête le fait que Y est égal à X, et si jamais X va changer, ben dans ces cas-là, tu suis au fur et à mesure. Il n'y a pas cette notion de mémoire. Okay. Quand je crée un objet, il prend une valeur qui va être une valeur par défaut et elle ne va pas changer. D'accord. Donc, gardez juste ça en tête, le fait que techniquement, ce n'est pas Y qui est égal à X, c'est que Y prend la valeur qu'avait X au moment où je le définis. Okay. Donc, si X change, ça ne changera pas. Okay. Donc, X et Y, alors ce n'est pas indiqué, mais ça correspond à des nums. C'est écrit ici, enfin, en tout cas, on l'avait pour le U. Je peux l'avoir quand je lui demande sa classe. Donc, si je demande la classe de X, il devrait vous dire que c'est un numérique. Okay. Donc, numérique, ça veut dire que c'est un nombre réel. Okay. Comme quasiment tout, en fait. Enfin, quasiment. Il y a 2 types de nombres, les entiers et les numériques. Okay. Les booléens, c'est les false et les true. Alors, on verra, les false et les true peuvent correspondre plus ou moins à des nombres. C'est les nombres 0 et 1. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai des false et des true, je peux les multiplier par 2. Okay. Je vais peut-être vous le faire juste pour vous montrer un peu l'idée. Mais par exemple, si jamais je reprenais ce U plus grand que 0.5, je pourrais très bien dire, au lieu de m'afficher ça comme étant du true-false, on va le multiplier par 7. Dans ces cas-là, le true-false, en fait, va correspondre à du 0,1, un peu comme en logique élémentaire. Le false est un 0, le true est un 1. Et donc, si jamais vous avez un vecteur de 0 et de 1, quand je le multiplie par 7, 0 va rester 0 et 1 va devenir 7. Et donc, je vais récupérer un vecteur avec des 0 et des 7. Okay, donc, ce qui était false devient 0 et ce qui était un true devient un 7. Donc, je peux convertir des booléens des tests booléens vrai-faux en des nombres. Okay. On verra apparaître de toutes sortes d'objets par la suite, en particulier, peut-être on verra les dates si on a le temps. Et on verra aussi les facteurs. Donc, les facteurs, ça va être aussi une classe importante. Les facteurs, c'est les variables catégorielles. Okay. Donc, par exemple, on pourra avoir des données où j'aurai la taille des élèves. Sauf erreur, j'ai un fichier comme ça où on a la taille et le poids des élèves, mais on a aussi leur genre. Homme-femme. Homme-femme, ce n'est pas des chiffres. Okay. Je ne peux pas prendre la moyenne. Je peux vous dire quelle est la proportion moyenne d'hommes, mais je ne peux pas faire une moyenne entre un homme et une femme. Okay. Ce sont des catégories qui n'ont pas de sens en tant que telles. Okay, je pourrais jouer avec les couleurs aussi. Il y a des codes couleurs qui peuvent exister en R. Voilà, il y a toutes sortes d'objets qui existent et avec lesquels on peut jouer. Mais pour l'instant, voilà, on est sur les nombres. Les nombres, ils sont comme ça. Alors, je peux juste vous montrer des petites choses bizarres, mais encore une fois, il n'y a rien de complètement bizarre pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'informatique. Et encore une fois, ce n'est vraiment pas le but de ce cours de vous parler de subtilité informatique, si ce n'est que j'en ai un tout petit peu besoin par la suite, parce qu'il y a une commande qui va être importante, c'est la commande égale, plutôt égal, qui va permettre de voir si 2 grandeurs sont égales l'une par rapport à l'autre. Okay. Donc, vous pourriez vous demander, est-ce que j'ai la même chose dans les 2 groupes? Est-ce que les proportions sont égales, par exemple? Ce que vous voulez.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'égalité n'a de sens que sur des entiers, par exemple. Donc, si je voulais savoir, est-ce qu'une personne a fait autant de visites chez le médecin qu'une autre, si jamais elles en ont fait 7 toutes les deux, 7 c'est la même chose, 7 c'est un entier. Le problème des nombres réels, c'est que 7,000000001, c'est pas la même chose que 7. Et donc, on a cette petite imprécision qui est un peu pénible parce qu'en fait, on ne la voit pas. Je vous montre un petit exemple. 3 dixièmes moins 1 dixième. Okay, donc, c'est 0,3 moins 0,1. Normalement, vous devriez me dire 0,2. Et effectivement, il affiche 0,2. Si jamais je fais la même chose, non pas avec un 3 dixièmes, mais on va faire peut-être 7 dixièmes moins 5 dixièmes, ça devrait faire la même chose. Okay, donc, j'ai effectivement 0,2. Maintenant, j'ai ce test. Okay, tout à l'heure, je vous ai montré le supérieur. On a le test d'égalité. Égalité égal vous permet de voir si objet A est égal à objet B. Égalité au sens strict. On a un petit souci, c'est que si jamais je pose la question, il me dit false. Okay, c'est false parce que pour lui, 3 dixièmes moins 1 dixième qui est égal techniquement à 2 dixièmes, et il n'y a même pas d'histoire d'arrondi, c'est rigoureusement 0,2. Ce n'est pas comme un tiers. Un tiers, si vous voulez, c'est un nombre qui a une infinité de 3. 3 dixièmes moins 1 dixième, c'est rigoureusement égal à 0,2, avec une infinité de 0 derrière. Ça ne change strictement rien. Et c'est effectivement égal à 3 dixièmes moins 5 dixièmes. Et rigoureusement égal. D'accord ? Et pourtant, d'un point de vue numérique, ça ne marche pas, mais ça, encore une fois, c'est un problème numérique. Alors, si jamais on veut s'en convaincre, il faut juste se souvenir que si je voulais vérifier si mes deux nombres réels sont égaux, on ne lui demande pas si ils sont égaux, on regarde leur différence. Et en l'occurrence, si je fais la différence, il me dit qu'il y a une différence, mais qui est à 10 de 10 puissance moins 17. Okay, donc le petit E ici veut dire 10 puissance moins. Et donc voilà, les 16 premiers chiffres après la virgule sont identiques, puis il y a une petite différence sur la fin, mais on ne la voit pas. Et en fait, ce 10 puissance moins 17 correspond à peu près à la précision qu'il y a sous R, comme sur n'importe quel langage de programmation, il y a une précision pour les nombres qui peut des fois poser problème. Voilà. Donc gardez juste ça en tête. Le but n'est pas de vous faire un cours d'informatique, encore une fois, mais juste que vous ayez en mémoire le fait que ce égal, il pourrait être un petit peu dangereux. Donc le strictement plus grand, il n'y a pas de problème, mais le égal est un peu compliqué quand on manipule des réels. Okay, donc souvenez-vous juste que ce sont des nombres, et donc les nombres, il y a une précision. Alors aussi, il y a des nombres un peu bizarres qui existent. Donc je vais vous montrer un, par exemple, 1 divisé par 0, c'est un nombre, ça s'appelle l'infini. Okay, donc il faut comprendre que l'infini existe pour R, et en particulier, je ne sais plus si j'en ai besoin, mais peut-être qu'on pourra faire des calculs d'intégrale par moment. Et une intégrale jusqu'à l'infini, ça a du sens. Okay, les intégrales impropres existent sous R, il n'y a pas de problème. Et l'infini est défini. Contrairement à 0 divisé par 0. 0 divisé par 0, si je le tape, là on a autre chose. Alors, ce n'est pas le NA de tout à l'heure, ce n'est pas une valeur manquante. C'est NaN veut dire not a number. Okay, donc, ce n'est pas un nombre, c'est un truc qui est fondamentalement indéfini. Alors, j'insiste aussi sur l'histoire de 1 divisé par 0, essentiellement parce qu'il y en a peut-être déjà qui ont codé de mémoire. De mémoire, C ne connaît pas l'infini. Et en particulier, quand vous faites des boucles, donc par exemple, vous faites des calculs au fur et à mesure. Si par hasard, par accident, vous divisez par 0, dans ces cas-là, votre code s'arrête avec une erreur. Sous R, il n'y aura pas d'erreur. Essentiellement parce que diviser par 0, ce n'est pas gênant. C'est juste que vous avez une valeur infinie. Okay, donc, souvenez-vous juste de ça. L'infini existe. Et donc, quand je vais lancer mes codes, même le 0 divisé par 0, c'est possible qu'il ne me dise rien. C'est juste quand je vais lui demander de m'afficher mes sorties, il me dira beaucoup d'objets dans ton vecteur ne sont pas des nombres. Okay, donc, on va pouvoir utiliser ça. Et petite dernière précision sur les vecteurs. Donc, depuis le début, je vous dis on manipule des vecteurs. Okay, U est un vecteur. Okay, je vous le remets, mon petit vecteur. Donc, il avait 20 valeurs. Ça avait été tiré au hasard uniformément sur 0,1. Effectivement, elles sont toutes plus grandes que 0 et plus petites que 1. Et je les avais indexés par donc on avait mis par exemple un U de je sais pas, je vais vous mettre 7 2.9. Okay, donc ça devrait m'afficher les 7 valeurs 7 et 9. Alors si vous n'êtes pas convaincu, on va vérifier lesquelles c'est. Ici, j'ai ma 6e, c'est marqué juste à gauche. Donc la 7e doit être cette valeur-là. J'ai la 8e, j'ai la 9e. Donc techniquement, si je lui demande U de 7 2.9, il devrait me renvoyer ces 3 valeurs-là. Donc cet objet est un vecteur. Alors si vous voulez, je peux l'appeler. Je vais l'appeler V. V, ce sera ce vecteur-là. Et effectivement, il va apparaître à droite. Donc, c'est un objet qui contient 3 composantes. Et les 3 composantes sont bien effectivement les 3 qu'on avait indiquées. Donc, ce sont celles-là. Alors, il y a juste une petite subtilité. En fait, on ne voit pas apparaître les indices ici. Ils sont un peu implicites. En fait, on peut nommer des éléments des vecteurs. Je vous le mets ici parce que ça pourrait servir par la suite. Mais par exemple, je peux donner un nom à mes U. Okay, donc, par exemple, je vais lui donner les noms qui sont les lettres. Alors, ici, vous voyez, on a des lettres en majuscules.
et j'ai les lettres en minuscules. Alors, je pense que vous voulez. On va prendre les lettres en majuscules. Donc, je vais prendre les 20 premières, puisque j'ai 20 lettres. Et donc, names va vous permettre de donner des noms à chacune des composantes. Okay, alors, si vous voulez, on va le vérifier maintenant. Voilà. Donc, tout d'un coup, mes valeurs sont indexées. Okay, donc, je peux continuer à lui demander de m'afficher U de 7,8, enfin U de 7,9. Okay, ce qui va correspondre effectivement. Alors, cette fois-ci, il m'en affiche 6, puisque j'ai plus mes 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 11, 16 qui apparaissaient à gauche entre crochets. Okay, donc, il a gagné un peu de place, donc il a pu m'en afficher un peu plus. Okay, mais on voit que voilà, donc j'ai mon G, H, I. Donc, effectivement, G est ma 7e lettre. H, I sont les lettres 8 et 9, puisque J est la 10e lettre, donc ça marche. Et je peux aussi les appeler, donc je vais juste vous le mettre ici. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'une petite commande. Pardon, je vais vous mettre dans la console, comme ça, on va garder les traces. Donc, j'ai la commande C parenthèse qui permet de concaténer des valeurs. Donc, par exemple, je peux lui me demander de m'afficher la valeur A, puis la valeur, on venait de voir G, par exemple. D'accord. Donc, ici, ça me permet de lui demander, en fait, de m'afficher les valeurs de U qui correspondent au nom A et G. Okay, mais ce qui revient rigoureusement la même chose que de dire affiche-moi les valeurs 1, 9 okay, dans mon vecteur. Okay, c'est juste que, pardon, d'ailleurs, ce n'était pas 9, c'était 7. Okay. Voilà. Donc, soit vous appelez soit vous utilisez les indices des vecteurs. Avec cette petite subtilité, oui, je ne l'ai pas dit pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser plutôt Python. En Python, l'indexation commence à 0. En R, elle commence en 1. Donc, la première valeur est en 1. Donc, soit vous utilisez les indices, soit vous utilisez les noms, si jamais les objets ont des noms. J'en parle parce que quand on aura des bases de données, éventuellement, les vecteurs auront des noms. Donc, éventuellement, vous aurez la taille, height, vous aurez le weight. Et donc, si vous voulez travailler sur height et weight, soit vous lui dites, prends-moi la première colonne, soit vous lui dites, prends-moi la colonne qui s'appelle height. Voilà. Donc, utiliser les noms peut avoir un sens, mais voilà. De manière générale, je vous dirais d'éviter d'utiliser les labels, surtout que là, on a un petit peu perdu, même si des fois, ça peut être plus simple si jamais genre si je mettais un vecteur avec toutes les notes des élèves et que chacun des noms était par exemple, le code permanent, je pourrais lui demander de faire la moyenne des notes pour certains codes permanents. Enfin, je pourrais faire toutes sortes de choses. OK. Donc, cet objet-là, voilà, ça me permet de manipuler des vecteurs, et les vecteurs sont les objets de base en R, okay, que je peux appeler avec ces commandes-là. Alors, il y a un autre objet qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle des matrices. Donc, une matrice, en fait, il faut juste comprendre que c'est un vecteur, mais qui a été découpé. Donc, un vecteur, par exemple, si j'avais un vecteur avec 20 valeurs, je pourrais très bien lui dire, alors il y a deux manières pour créer une matrice. Soit je lui dis, fais-moi une matrice avec les valeurs de U, et ensuite je lui dis le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Okay, donc, si je vais vous regarder ici, donc ici, j'ai tapé la flèche pour lui demander un petit peu quelles étaient les options qui étaient possibles. Donc, par défaut, c'est les données. Donc, ça, c'est la première commande qu'il vous demande. Je ne l'ai pas donné, mais j'aurais dû mettre data égale U pour lui dire je vais créer une matrice à partir de mon vecteur U. Ensuite, il vous dit donne-moi le nombre de lignes et donne-moi le nombre de colonnes. Okay, donc, les notions matricielles, c'est encore une fois ces tableaux avec un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Après, vous avez cette commande qui est by row. Donc, est-ce que vous rentrez les chiffres par ligne ou est-ce que vous l'entrez par colonne? Par défaut, c'est par colonne, puisque l'algèbre linéaire résonne en colonne fondamentalement. Donc, par défaut, les valeurs de U vont être entrées par colonne. Donc, la première valeur qui sera en haut à gauche dans votre matrice, ce sera ce 0,266. La valeur juste en dessous sera ce 0,372. Okay, puis on continue comme ça à incrémenter. Il faut juste que je lui dise combien je veux de lignes, combien je veux de colonnes. Alors, il s'avère que 20, c'est 4 x 5, 5 x 4. Donc, je peux dire que je veux 5 lignes, par exemple, et 4 colonnes. Okay. Et encore une fois, le by row, par défaut, j'en ai pas besoin parce que by row, par défaut, vous dit false, donc par défaut, il le fait par colonne. Et donc, avec ça, je devrais créer mon vecteur. D'accord, donc on va vérifier. Je le lance. Alors, on voit qu'on a créé autre chose. Tout à l'heure, j'avais des valeurs. Là, tout d'un coup, j'ai des data. Donc, les matrices commencent à rentrer dans la catégorie des données, puisque les bases de données pourraient être vues comme des formes de matrices. Okay. Donc, les données sont des formats un peu particuliers en R. C'est un peu plus subtil que des matrices, puisque des bases de données sont généralement des vecteurs d'un même format. Donc, par exemple, vous avez le nom d'une personne, et après, vous avez son âge, puis après, vous avez son adresse. Donc, éventuellement, vous avez l'âge, ce sera un nombre, éventuellement un nombre entier. L'adresse, ce sera une chaîne de caractères. Puis, éventuellement, vous avez un code postal, voilà, qui pourrait être aussi une chaîne de caractères. Donc, on a pas mal les natures des colonnes peuvent être différentes dans une base de données, alors qu'une matrice, ce n'est pas le cas. Une matrice,
ça va être un objet mathématique pour nous. Je pourrais vous faire aussi des matrices de chaînes de caractères, mais nous, on n'utilisera pas trop ça. Une matrice ici, c'est un ensemble de nombres. Okay, et effectivement, donc il vous dit qu'il y a 5, on le voit apparaître dans les crochets, 1, 2.5, 1, 2.4, ça veut dire que j'ai des indices de lignes qui vont de 1 à 5, donc j'ai effectivement 5 lignes, et mes indices de colonnes qui vont de 1 à 4. Okay, donc je peux lui demander de me l'afficher comme ça, M, et donc j'ai effectivement mon 0,266 qui apparaît en haut, puis juste en dessous le 0,372. Donc effectivement, il a pris les valeurs, il a pris les 5 premières qui ont constitué la première colonne, les 5 suivantes qui constituent la deuxième colonne, etc. Okay, donc ça, c'est la manière pour créer votre matrice. Il y a une autre option qui, je vous le mettrai dans les slides, qui est juste de travailler sur la dimension. Je vais vous le faire maintenant. Éventuellement, je peux changer la dimension. Il faut juste que je le fasse proprement, mais je pourrais lui dire, je me suis trompé, en fait, je ne voulais pas une matrice 5,4, mais je voudrais une matrice 4,5. Donc, je lui dis que ma dimension, elle sera plus 5,4, mais 4,5. Et dans ces cas-là, il va vous le changer. Donc, on le voit, ça a changé au niveau de l'affectation, mais les valeurs sont les mêmes. Donc, il continue à vous les créer en découpant les vecteurs exactement le même vecteur, donc le 0,266, 0,372, puis toutes les valeurs comme ça. La seule chose, c'est que cette fois-ci, il va couper au bout de 4 valeurs sur la première ligne, il va passer à la seconde. Okay, donc, vous pouvez le changer directement, puisque quelque part, la dimension de votre matrice, elle est un peu anecdotique. Encore une fois, l'important, c'est ce vecteur. C'est ce vecteur de 20 valeurs, et après, vous découpez ça comme vous voulez. Okay, ça vous donne cet objet-là. OK. Donc ensuite, je peux lui demander de m'afficher, si jamais vous avez bien compris la syntaxe, donc j'ai un crochet, on voit apparaître une notion de virgule, et donc je peux lui demander de m'afficher par exemple 1, rien. Donc si je vous réfléchissez un tout petit peu, en fait cet objet-là correspond, c'est un peu indiqué ici, à cette chose-là, c'est-à-dire fondamentalement à la première ligne. OK. Et c'est effectivement ce qu'il va faire. Si vous lui demandez un crochet, 1, rien du tout, un crochet, dans ces cas-là, il vous le donne la première ligne. Si jamais je lui demandais allez, on va faire 4, normalement, il devrait vous indiquer un vecteur à 4 valeurs, qui sont en fait correspond à la 4e colonne de votre matrice. Et effectivement, ce sont ces valeurs-là. Donc, après, on revient sur le fait que fondamentalement, je suis sur des vecteurs et tous mes vecteurs, ils les affichent bout à bout. Je ne sais pas si on aura le temps de faire du produit matriciel. Ce n'est pas non plus l'objet du cours, mais voilà. Souvenez-vous juste de ces histoires-là. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux m'amuser à demander certaines valeurs. Donc, je peux lui demander de me donner, par exemple, je l'ai fait dans le mauvais sens, mais par exemple, de m'afficher les colonnes 1, 4. Ce n'est pas juste m'afficher. Cet objet-là, je peux le créer dans un objet, je peux l'appeler N. N va être cet objet-là. Alors, si jamais j'essaie de deviner à quoi ça correspond, M était une matrice. Je lui demande de me créer une sous-matrice, donc ça va être aussi une matrice. Si jamais je regarde sa taille, je garde toutes mes lignes, donc il aura toujours 4 lignes. Et au niveau des colonnes, j'en ai gardé que 2. J'ai gardé la colonne 1 et 4 de M. Donc, techniquement, j'imagine que N devrait être une matrice avec 4 lignes et 2 colonnes. La première colonne sera ce 0,26, 0,908. Et la seconde colonne sera en fait la 4e de votre matrice M, c'est-à-dire celle qui commence par 0,60. On va vérifier. Effectivement, ça marche. D'accord ? Donc, les histoires d'indices, ça peut être intéressant. Et après, bien sûr, je peux faire des choses un petit peu bizarres. Alors, je vais juste lui demander de m'afficher M, juste pour faire quelque chose d'un petit peu tordu. Par exemple, je peux lui demander de m'afficher les éléments de la matrice M, ou même c'est pas juste les afficher, encore une fois, c'est un langage objet. Je peux lui demander de me créer la matrice N qui va contenir les éléments de la matrice M pour lesquels, par exemple, je lui demande à ce que, faisons ça comme ça, je veux que les premiers éléments de la première colonne soient plus petits que 0,5. Et je n'ai pas le droit de mettre un inférieur ou égal, donc c'est un inférieur strict et virgule. Okay, donc cette commande, elle est assez simple. Je prends ce vecteur-là, M crochet, virgule 1. Donc on est bien d'accord que c'est la première colonne. Donc c'est un vecteur de dimension 4. Je lui demande est-ce qu'on est plus petit que 0,5. Cet objet-là correspond à un test booléen qui est fait sur 4 valeurs. Est-ce que 0,2655 est plus petit que 5? Ça doit être true pour la première valeur. Est-ce que 0,37 est plus petit que 0,5? Ça va être true pour la deuxième valeur. La troisième valeur est à 0,57. Est-ce que c'est plus petit que 0,5? Non. Donc ça va être false sur la troisième et false sur la quatrième puisque j'ai 0,9. Donc ce vecteur, M crochet, virgule 1 crochet plus petit que 0,5, c'est un vecteur true, true, false, false. Donc ce que je suis en train de lui dire, c'est donne-moi les lignes, puisque je suis avant la virgule, de M, true, true, false, false, c'est-à-dire 1, 2, 0, enfin 1 et 2, oui,
et 3-4 faux, donc renvoie-moi juste les 2 premières lignes. Donc techniquement, cette commande-là devrait me donner avec une matrice de dimension 2, 5 avec uniquement les 2 premières valeurs. On va juste vérifier. Alors, je suis bien sur du 2, 5 et effectivement, ça marche. OK. Donc j'ai le droit de faire ça et j'ai le droit de faire toutes sortes de choses. Alors, par exemple, il y a une fonction qui doit s'appeler apply. Donc par exemple, apply de m. Il faut juste que je la fasse dans le bon sens, mais on voit apparaître la petite commande. Donc je demande la marge de la fonction. Donc par exemple, je peux lui demander, fais-moi la somme, en l'occurrence la somme sur chacune des lignes. Donc ici, il somme toutes les valeurs sur chacune des lignes, effectivement, pardon, sur chacune des. Il somme par ligne. Donc il me donne la somme sur chacune des lignes. Donc par exemple, la première ligne, la somme de toutes ces valeurs-là doit correspondre à ce 0,25. Et par exemple, je pourrais lui dire, affiche-moi uniquement les lignes pour lesquelles, donc je vais récupérer cette commande-là, la somme sur chacune des lignes est plus grande qu'une certaine valeur. Je vais le faire un peu dans l'autre sens pour changer. Donne-moi juste les colonnes pour lesquelles la somme des colonnes, donc cette fois-ci, il faut que je mette un 2, dépasse, on va mettre quoi? On va mettre 2. Ça devrait marcher, ça? Bah, tout dépasse 2. Bon, bah, c'est malin, ça. C'est vrai, ça? On va quand même vérifier. Alors, ça, c'est pas normal. Donc, j'ai bien mes 5. Ah, ben non, pardon, j'en ai perdu une. Ah, c'est bon. Donc, il y en a une qui était largement en dessous, puisque la somme était égale à 1. Donc, la troisième colonne, la somme est effectivement toute petite, puisque j'ai 0,62, 0,06, 0,2, 0,17. Donc, la somme vaut 1. Et donc, il ne me l'affiche pas. Donc, j'ai bien perdu une colonne. J'ai perdu la colonne numéro 3. Alors, il faut juste faire attention aux indices. C'est que les indices s'appellent 1, 2, 3, 4, puisque je n'ai pas donné de nom. J'aurais donné des noms dans ma matrice M. Dans ces cas-là, il m'aurait dit, au lieu d'avoir A, B, C, D, E, j'aurais plus que A, B, D, E. OK. Donc voilà, souvenez-vous juste de ça. Et avec ça, normalement, on est à peu près au point pour manipuler des vecteurs. Donc, je peux m'amuser à faire des sous-éléments et ce genre de choses. OK. On se retrouve dans un instant pour parler des chaînes de caractères et des facteurs.